C'est un beau podcast doudou au cœur que j'ai fait avec Virginie. Attention, j'avais beaucoup de parlotte cette journée-là. Clairement, l'énergie de Virginie me permettait de m'exprimer par rapport à comment je vois la parentalité. Ça donne un peu une ouverture sur comment on se sent auprès d'elle et comment on a envie de lui raconter pour avoir ses retours. Donc, pour tous ceux et celles qui sont en ce moment parents et qui se mettent beaucoup de pression, je pense que ce podcast va te faire du bien et l'énergie de Virginie est juste incroyable. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est un autre bel épisode de podcast qui me fait vraiment plaisir de faire ce matin avec Virginie. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis en plein là-dedans. Et puis, j'ai trouvé auprès de Virginie, j'adore son approche, j'adore la femme, une femme qui est cultivée et cultivante, si je pouvais le dire. Ça a été pour moi magnifique de te rencontrer puis de t'accompagner, évidemment, dans ton entreprise, mais ce que j'adore, c'est ton approche, ta sagesse, ton expérience. Et quand on parle de parentalité, c'est délicat. Et surtout moi, quand je parle de mes soucis, de mes préoccupations et tout ça, de savoir qu'il y a une femme qui a passé par là avant moi et qui a cette passion pour la parentalité globale, c'est-à-dire l'enfant, mais aussi les parents émotionnels. Pour moi, c'est une solution qui est fantastique et qu'on a de plus en plus besoin. Donc voilà, aujourd'hui, je te présente Virginie. Excuse-moi, j'avais plein de choses à dire sur toi, mais pour moi, c'est important vraiment de présenter aujourd'hui l'intention et l'impact que tu peux avoir dans la vie des parents comme moi. Comment tu vas, ma belle Virginie? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être ici. Oui, on avait hâte de faire ça. On s'est rencontrés la semaine passée, on a fait un petit bouillon ensemble dans la communauté. Et là, aujourd'hui, c'est le podcast pour les belles sorcières qui écoutent. Aujourd'hui, on va venir parler de ta passion, ta spécialité qui est la parentalité. Donne-nous donc un peu ton aperçu sur ce que c'est pour toi, la parentalité. C'est un vaste programme, oui, la parentalité. La parentalité, si on prend les choses textuellement, c'est effectivement l'art d'être parent. Mais on ne devient pas parent. C'est-à-dire que devenir parent, c'est devenir parent et toute son histoire. Et d'autant plus aujourd'hui, en fait, on bouleverse les normes, on réinterroge ses histoires, la parentalité qu'on a soi-même, l'éducation qu'on a reçue. Donc en fait, c'est une sorte de bouillon avec lequel on construit la manière dont on souhaite être parent. Et ça se rejoue à chaque enfant, en fait. Exactement, ça se rejoue à chaque enfant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, toi, tu es toi-même parent. Raconte-nous un peu de ta vie à toi comme parent. C'était, moi, je suis maman de quatre grands enfants qui sont assez rapprochés en âge. En fait, j'avais une petite tribu avec moi. Et en fait, c'était toujours très animé parce que j'avais 2 garçons aux besoins intenses et 2 filles hypersensibles, hyper réactives. Et du coup, c'était souvent un peu explosif. Et en fait, c'était joyeux et en même temps, c'était parfois difficile. La parentalité, c'est pas un chemin
facile, mais c'est un chemin d'apprentissage sur soi aussi. Parce que c'était Arthur Janowski qui disait ça, c'est ce grand pédagogue qui disait qu'en fait l'enfant, c'est fatigant d'être avec les enfants, mais pas parce que il faut tout leur apporter, c'est au contraire parce qu'il faut se rabaisser à leur niveau et que on apprend d'eux et que ça c'est une remise en question perpétuelle. Un peu comme ça que je vois Écoute, j'ai des frissons parce que moi je le dis beaucoup, hein, ce qui m'a fait le plus grandir dans mon développement personnel et spirituel, c'est mes enfants. C'est comment ça me fait travailler l'effet miroir et les questionnements sur moi, les remises en question. Pour moi, c'est le plus gros défi et c'est le chemin le plus difficile, je te dirais, à ce niveau-là. Toi, Virginie, dis-moi, justement, avec 4 enfants, est-ce que tu t'es perdue à un certain moment d'être toujours en train de t'occuper d'autres personnes? Oui, c'est une très bonne question, ça. Et effectivement, je me suis perdue. Et à ce moment-là, je me souviens d'avoir rencontré un thérapeute qui m'avait demandé qui est la personne la plus importante. Et moi, j'ai tout de suite dit, ce sont mes enfants. Et là, elle m'a dit, non, en fait, c'est vous. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte après, avec du recul, qu'effectivement, je m'étais complètement oubliée. Et d'ailleurs, je suis tombée malade à un moment donné parce que pour moi, mes enfants, c'était ma priorité et je ne savais pas qu'on pouvait prendre soin de soi et prendre soin de ses enfants. À un moment donné, j'étais vraiment tombée là-dedans. Ouais. Ah, merci tellement de le nommer parce que moi aussi, un jour, on m'a dit ça, puis on m'a dit, si la maman va bien, le reste de la famille va bien. Parce que c'est sûr que moi, je suis encore dans mon sang, il y a encore le matriarcal et la mère, c'est celle qui soutient, c'est celle qui va rassurer, c'est celle qui va guider souvent de ce côté-là. Donc, c'est vrai que la mère doit être bien pour que le reste de la famille aille bien. Mais c'est un challenge, hein, tout à fait. Ouais. Ah oui, complètement, parce que ça nécessite d'oser dire à un moment donné, je m'extrais du milieu familial où il y a la vie, où il y a les cris, les rires, pour pouvoir me mettre un petit peu au repos. Et ça, on a souvent l'impression qu'il faut que ça dure longtemps, qu'on ait une journée pour soi ou une semaine, quoi. Puis en vrai, chaque maman le sait, c'est quasiment impossible. Par contre, il est possible de se créer des petites oasis. Et moi, j'avais pas de famille autour de moi, donc c'était d'autant plus compliqué de créer des oasis. Mais j'ose dire que c'est possible quand même. Oui, puis merci de dire, ça n'a pas besoin d'être la journée au complet. Des fois, ça peut être 30 minutes. Et ça, c'est parfait parce que j'aime ça. J'ai tellement vu une image, tu as dit, tu sais, on sent qu'on doit tout le temps être là. Et là, embarque quoi? La pression, la culpabilité. Et ça, c'est le pire des sentiments pour les parents, là, de sentir qu'on doit toujours être là. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais on est comme dans une génération de parents géo. J'aime beaucoup le nommer comme ça, comme si on était au Club Med et qu'on devait en tout temps animer ce qui se passe dans la famille. Et moi, j'ai travaillé pour Club Med et j'ai terminé complètement brûlée. Ma fille, quand elle était petite, me disait, Maman, viens jouer avec nous, viens jouer avec nous. Puis, je l'ai fait pendant un certain temps. Puis après, j'ai dit, écoute, vous êtes capable de jouer seul. Mais ça, écoute, elle m'a fait sentir coupable, les deux. Non, c'est plate si tu viens pas et tout ça. Donc, comment trouver l'équilibre dans tout ça? Mais c'est vrai qu'on entend, il faut être présent avec les enfants, il faut jouer avec eux, Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si t'aimes jouer avec tes enfants ou avec ton enfant, vas-y, joue. Il y a des parents qui aiment pas du tout jouer, mais qui aimeront faire une promenade en forêt ou qui aimeront s'occuper d'animaux avec les enfants, qui aimeront peindre, Mais je trouve qu'il y a rien de pire que de se sentir obligé à faire quelque chose. Par contre, on peut avoir une vraie présence auprès des enfants sans pour autant être obligé de jouer avec eux. Je pense que les enfants, ils ont aussi besoin, et ils savent ça très bien d'ailleurs, si on leur laisse
l'espace, jouer tout seul. Et d'ailleurs, c'est dans cet ennui, entre parenthèses, où à un moment donné, il y a du vide, qu'ils vont eux-mêmes chercher leur propre créativité pour pouvoir créer leur propre jeu. Mais souvent, en fait, tout est trop plein. Il y a trop de stimulation dès qu'ils sont tout petits, il y a trop d'occupations, des ateliers, des activités, et ils n'ont pas 5 minutes à eux. Donc forcément, parfois, ils ont du mal à jouer tout seuls. Oui. Dis-moi donc, pourquoi tu penses, c'est drôle, j'en parlais avec une amie il y a quelques jours, pourquoi tu penses, toi, qu'on est maintenant dans cette génération où on exige tellement des enfants si tôt? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on veut absolument qu'ils connaissent les lettres, qu'ils parlent 3 langues, qui ta. Tu sais, avant, moi, je me rappelle, dans mon temps, c'était pas si exigeant à être un enfant. Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que ça a changé comme ça tout à coup et qu'aujourd'hui, on les stimule tant, ces enfants-là? Alors en fait, moi je dirais que ça date des années 90, parce que dans les années 90, on avait les universités fœtales. On pensait que si on mettait des casques sur le ventre des mamans, les enfants, ils allaient apprendre in utero un certain nombre de choses, qui est complètement aberrant, parce que c'est pas de ça dont ils ont besoin dans le ventre. Et en fait, moi, pour avoir rencontré des parents quand mes enfants étaient petits et tout à ces périodes-là, je crois qu'il y avait une grande peur, en tout cas, de l'avenir, de qu'est-ce que mon enfant va pouvoir faire comme métier quand il sera plus grand. Il faudra les meilleures écoles, il faudra. Donc, du coup, à 18 mois, il y avait des ateliers pour apprendre l'anglais, le chinois, je sais pas quoi. Et pour moi, ça part vraiment d'une peur de l'avenir. Et puis il y a la peur de l'avenir, et du coup il y a la comparaison avec les autres parents. Mon enfant il est pas assez bon, il est pas comme si. Et on aimerait que tous les enfants avancent sur le même chemin, alors qu'en fait il y a différentes intelligences, il y a différents points d'intérêt, il y a mille et une manières d'être au monde pour un enfant, mais c'est certainement pas en le pressurisant comme un citron. Parce que les burn-out des enfants, il y en a terriblement. En ce moment, il y a c'est terrible ce que vivent les enfants actuellement. Alors, bon, depuis 90, les choses ont évolué. On s'est rendu compte effectivement qu'on faisait fausse route sur un certain nombre de choses. Et la période actuelle, je trouve il y a encore, c'est différent, mais en tout cas, la pression est très forte. Et puis, oui, avec tous les phénomènes mondiaux qu'il y a eu depuis ces 2 dernières années, ça n'arrange pas les choses. Et la peur de l'avenir est toujours là. Et la peur de l'avenir, elle passe par quel avenir on va offrir à nos enfants, et ça passe forcément par les stimulations intellectuelles et compagnie. Oui. Oh mon Dieu, oui. Merci de parler de ça parce que je vois des enfants qui sont brûlés, qui ont des semaines, qui sont tellement chargés. Juste d'aller à l'école pour un enfant, c'est beaucoup, là. C'est comme nous, c'est une journée au travail. C'est simplement que c'est différent, mais ils sont quand même stimulés. Et par la suite, il y a le sport, il y a la musique, l'instrument. Souvent, c'est 2 ou 3 sports. Les week-ends, il y a des tournois ou des je sais pas quoi, des compétitions. Comme tu dis, le burn-out chez les enfants, il est présent, mais est-ce qu'on le voit vraiment? Est-ce qu'on le sent vraiment? Toi, est-ce que tu as des parents qui viennent vers toi et qui déjà observent qu'il y a une dynamique qui est différente ou qui est changée à la maison? Moi, les parents que je vois souvent, ils me disent, en fait, tout est trop plein, mais on ne sait pas comment faire pour faire moins, parce que notre enfant, il a besoin de se dépenser, il a besoin il aime la musique, il aime tout. Et moi, je pense, alors ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi quand mes enfants étaient plus jeunes. Moi, je voulais pas, moi, être transformée en chauffeur de taxi. Et du coup, on choisissait. Il n'y avait pas 50 000 activités, parce que sinon, le burn-out, c'était pour moi. Oui, c'est ça. Je pense que ça allait dans les 2 sens. C'est ça. Je pense qu'en vrai, ça part d'une super intention. De toute façon, je pense que tous les parents qui font des actions, qui choisissent, ça part d'une très bonne intention. Mais je pense qu'il faut faire des choix, et qu'on ne peut pas tout avoir, et que pour être épanoui, après c'est un avis très personnel, attention, hein, mais je pense que pour être épanoui, ça sert à rien de courir 1000 lièvres à la fois, et que au contraire, comme je l'ai déjà tout à l'heure, il vaut mieux se donner du temps pour ne rien faire, parce que là, les parents que je vois, ils me disent, mais déjà, tout est trop plein, et ce sont des très jeunes enfants. Quand j'ai donc vécu en Allemagne, je suis revenue en France là juste cette année. Et en fait, dans ma vie d'artiste, je suis aussi conteuse. Et en fait, je faisais des ateliers, des chansons et des histoires pour grandir.
à la fin de l'école du jardin d'enfants. Mais en fait, les enfants qui venaient, ils étaient déjà, mais ils en pouvaient plus. Des fois, ils s'allongeaient. Certains étaient prêts à s'endormir. Ils auraient juste été chez eux, puis ils auraient goûté, puis ils auraient peut-être, je sais pas, dessiné ou ils se seraient allongés par terre et puis ils auraient rien fait pendant un moment. Ça leur aurait fait tout autant de bien. Oui, tout à fait. Non, c'est ça aujourd'hui. Le sujet, c'était vraiment d'être parent, le rythme de fou, les injonctions aussi, la pression de la perfection aussi. Ça, là, on vient d'en parler un peu, mais il y a cette comparaison entre parents aussi qui est là. Et comment on fait pour se sortir de là, tu sais, est-ce que toi, tu recommandes des choses? Si tu avais à recommander une chose, tiens, la chose pour toi qui est un bon truc, en fait, pour arrêter de se mettre tant de pression, de perfection, de comparaison ou de culpabilité, là. Mais je pense que la clé, en tout cas pour moi, réside dans le fait de développer sa confiance et de savoir qu'on avance main dans la main avec l'enfant et le parent. Parce que quand on se compare, on fait plus confiance, on regarde plus son enfant, on se réfère à des modèles. Donc, en fait, tout est là. Chaque parent a ce qu'il lui faut. Et il a juste besoin de se dire, OK, moi, je me sens comment, mon enfant, il se sent comment, et comment est-ce qu'on avance là-dessus. Et je pense que, et ça, il n'y avait pas dans les années 90-95, les réseaux sociaux amènent énormément de bonnes choses, mais amènent aussi beaucoup de pression, mine de rien, parce que on voit plein d'enfants qui font plein de choses chouettes, des familles modèles absolument magnifiques, et puis on voit chez soi que c'est pas du tout pareil, et puis on se dit oh là là, on a tout raté, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est que des images, et que on a tous des difficultés, on a tous des choses qu'on réussit, mais se poser et se dire que tout est ok, et de se faire confiance, et faire confiance à son enfant. Oui, tout à fait. De se poser puis de dire qu'est-ce que j'ai envie, moi, de transmettre ou de laisser comme de léguer, en fait, à mes enfants, comme valeur et comme tout ça. Moi, je me suis posé la question souvent, tu sais, mes enfants sont nés et ont grandi au Chili. Par la suite, on est déménagé ici, là, on redéménage en Amérique du Sud. Puis, il y a qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre. Et c'est sûr que chez l'enfant, souvent, il va dire, oui, mais nous, on fait pas ça, nous, on va pas là, nous. Il va toujours y avoir un manque. Je pense qu'il a toujours été là. Et je pense qu'à long terme, quand les décisions, comme tu dis, sont prises à partir de j'ai confiance en mon intuition, en ce que ça me dit à l'intérieur qui est mieux pour ma famille, on peut pas se tromper. C'est ça. Avec mon mari, souvent, on a choisi, nous, d'avoir une vie où on leur laissait beaucoup de temps aux enfants, beaucoup de temps libre. C'est vraiment ça qu'on a choisi. Et dans ce temps, les enfants, tu vois, ils sont beaucoup avec nous. Donc, on va passer nos journées à être ensemble. Et chacun est vague à ses occupations, mais après, on se rassemble. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble à se reposer, à faire des feux, aller en bateau, aller marcher, aller faire de la planche à neige. Ça, c'est notre sport qu'on fait beaucoup. Nous, les enfants ne vont pas faire des sports, quoique je leur demande à tous les ans, est-ce qu'il y a un sport que tu veux faire? Mais ce qu'on a choisi, c'est de faire des sports en famille. Donc, ça nous permet de créer des liens et tout ça, mais comme tu dis, chaque famille va trouver qu'est-ce qui est le mieux pour eux, là. C'est ça. C'est ça. Et tu sais, la notion de perfection que ressentent vraiment, enfin l'envie de perfection, ou c'est même pas une envie, c'est un souhait que ressentent les parents. Les enfants très vite peuvent le ressentir aussi. Et je me souviens de ma dernière fille quand elle a eu 8 ans, 7-8 ans, elle a compris. Pourtant, j'arrêtais pas de lui dire que j'étais pas parfaite et que j'avais plein de défauts, mais elle voulait pas l'entendre. Les enfants, ils idéalisent encore leurs parents quand ils sont petits. Et quand elle a compris qu'effectivement, on avait nos failles en tant que parents, mais ça a été super dur pour elle. Ça a été tellement dur, elle a lâché, vraiment libéré beaucoup, beaucoup d'émotions. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à être sur d'autres choses. Mais il faut descendre de ce piédestal, de cette perfection, parce que ça n'amène que c'est pas bon, la perfection. De toute façon, c'est inatteignable. Et puis, ça met une telle pression. Donc, moi, je dis toujours, après la perfection, c'est la mort. Parce que une fois qu'on a atteint la perfection, il y a rien d'autre qui peut se passer parce qu'on l'a atteint déjà.
Donc, qui veut atteindre quelque chose qui, par la suite, il se passe plus rien. Donc, moi, je dis toujours, c'est un cheminement. C'est un cheminement, et on est tous imparfaits, mais c'est parfait comme ça aussi. Exactement. Exactement. Et toi, Virginie, qu'est-ce qui t'a amené à voir parce que, bon, tu as un cheminement, tu peux nous parler un peu de ton cheminement professionnel, mais qu'est-ce qui t'a amené à développer une si grande passion face à la parentalité et d'accompagner des gens, justement, qui n'ont pas envie d'aller voir le psychologue, le psychiatre, le truc, qui veulent vraiment une approche en médecine alternative et qui vont aller te voir pour être assuré, pour avoir des nouveaux outils, pour être accompagné dans ce processus-là. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vraiment faire ça en ayant déjà tes 4 enfants? Il y a beaucoup de travail. Moi, je t'admire tellement. Je te jure, j'en ai 2, puis je fais comme, mon Dieu, le double. Oh, comment est-ce que je ferais? Oula. Il y a beaucoup de questions dans tout ce que tu dis là, et j'aimerais répondre à tout parce qu'il y a plein de choses qui me viennent. Alors en fait, pour moi, la cause des enfants, c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps, mais depuis que je suis enfant, parce que j'ai toujours trouvé enfant que les adultes ne tenaient pas compte des enfants, justement. Donc je m'étais toujours dit, quand je serai grande, je veux travailler pour la cause des enfants. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai un premier métier qui est très classique, qui est plutôt, je suis infirmière et spécialisée dans les soins des enfants. Mais après ça, j'ai rajouté plein de cordes à mon arc parce que je me suis rendu compte que au-delà de la cause des enfants, il y avait à soutenir les parents parce qu'un enfant n'existe jamais seul. Et du coup, c'est de fil en aiguille que je me suis dit, mais en fait, pour toucher les enfants, justement, il faut que j'accompagne les parents. Et finalement, c'est pas les enfants qui viennent tout seuls à moi, ce sont les parents. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née ma passion en fait de mon travail, parce que j'avais pas envie de choisir entre adultes ou enfants. Et puis en fait, ça se trouve bien parce que la famille, c'est les deux. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Quand on voit un souci chez l'enfant, c'est pas juste l'enfant. C'est un enfant, ça vient, c'est pur et tout ça. Il faut toujours aller voir. C'est la même chose avec les animaux. Quand on dit un animal est très agressif, il faut toujours aller aussi travailler avec le propriétaire ou, dans ce cas, le parent, là. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Avec ma fille qui est entrée comme dans la préadolescence, ce qu'on vient travailler, c'est elle, ses besoins et nous aussi. Comment est-ce qu'on se situe là-dedans? Parce que moi, ce que j'ai observé, c'est par exemple que pendant des années, on était ceux qui décidaient, ceux qui s'assuraient que tout allait bien. Et la transition pour moi de dire, là, je décide plus, je fais confiance et je laisse aller. Pour moi, ça a été une transition que je me suis observée, qui a été comme, oui, on veut s'assurer que tout va être bien. Surtout mon mari. Mon mari, pour lui, ça a été très, très difficile. Il est encore là-dedans. Mais c'est beau. C'est une belle transition qu'on fait. Et puis c'est un magnifique cadeau parce que effectivement tu donnes des bases quand t'es parent, mais finalement le but c'est que l'enfant il soit vraiment qui il est et qu'il puisse révéler qui il est au monde et pas simplement une copie conforme d'un modèle éducatif rigide. Ça c'est un peu poussiéreux. Oui. Donc mais c'est vrai que encore tu vois on en est à la confiance. C'est comment je fais suffisamment confiance à mon enfant pour qu'il puisse prendre des chemins qui sont pas nécessairement ceux que moi j'aurais choisi pour lui. Exactement, exactement. Donc, c'est confiance en moi aussi. Dans mon cas, par exemple, j'ai confiance en moi que je fais confiance. Tu sais, c'est toute une roue, en fait, qu'on vient travailler. C'est tellement beau. Mais dans mon cas, par exemple, moi, on est allé demander de l'aide pour que ça se fasse avoir un œil, parce que comme toi, on n'a pas de famille autour, donc on n'a pas quelqu'un de référence qui peut venir des fois nous guider et tout ça. Donc, je suis allée chercher de l'aide et j'ai dit à Virginie, moi, je vais sûrement aller te voir aussi dans les prochains mois pour continuer parce que là, tu es officiellement lancée avec tes offres. Mais tu sais, d'avoir une vue extérieure d'une personne qui, à vol d'oiseau, va pouvoir voir toute l'image, tout ce qui est la dynamique. Autant du côté de l'enfant et tout ça, puis de se sentir rassuré, réconforté, de travailler la confiance comme parent, parce que moi, je dirais comme personne, j'ai de la confiance, mais comme parent, il m'en manque là. Tu sais?
Ça vient pas avec un manuel d'instruction. Non, et puis à chaque période de transition, tes enfants, quand ils atteignent d'autres stades, d'autres âges, en fait, ça revient. Et puis cette confiance qui peut sembler un peu flancher, mais c'est pour ça que je dis en marchant main dans la main. Eh ben, l'enfant, il sent quand tu lui fais confiance et il peut aller. Ça, c'est comme si tu es dans la peur tout le temps et que tu dis, oh, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, j'ai peur qu'il rentre tard la nuit, j'ai peur, bon, elle est encore peut-être un peu jeune pour rentrer tard la nuit, mais il y a quand même tout ça des étapes. Et en fait, on envoie tellement d'énergie négative, alors que si on se réjouit, évidemment, il y a une base de confiance sur je te dis où je vais, enfin, ça, c'est des choses voilà, qui se règlent dans la famille. Mais d'envoyer quelque chose où tu te réjouis finalement que ton enfant il suive son bout de chemin, même si toi, des fois, ça te fait un peu peur. Tu auras peut-être des nuits blanches, mais en tout cas, d'envoyer quelque chose de positif, ça crée quelque chose de pareil, d'une sorte de confiance qui peut se révéler aussi pour tes enfants. Ouais, ouais. Ah, c'est tellement intéressant ce que tu parles. Dis-nous, qu'est-ce que tu offres, toi, par exemple, dans ton entreprise pour les parents ou les familles qui, justement, traversent, arrivent à un carrefour, en fait. C'est ça que j'entends. On arrive à un carrefour et là, il y a quelque chose qui ne va plus ou ça coule pas autant et tout ça. Tu vois, nous, là, on a passé un carrefour, là, ça va bien. Mais je sais que c'est pas terminé. Puis après, il va y avoir mon fils. Et je pense que c'est comme la vie, hein. C'est un cercle qui ne termine jamais. Ouais. En fait, moi, j'offre plusieurs choses parce que j'ai un peu à différents niveaux de la vie des parents. J'ai tout d'abord quelque chose pour la grossesse. En fait, je propose du chant prénatal pour justement commencer enfin, les gens ont commencé, mais créer le lien avec le bébé en chantant. Et après, j'ai effectivement quelque chose juste pour la femme, pour être femme et mère en ne s'oubliant pas. C'est important. Sans le séparer. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai un programme qui s'appelle Parents Zen, qui lui justement est une approche de la parentalité. Alors, en fait c'est pour tous les parents parce que il y a des parents de tout jeunes enfants qui viennent et puis des parents d'enfants un peu plus grands qui rencontrent des difficultés, mais c'est souvent des difficultés qui se sont cristallisées. Et puis ils ont essayé de faire et puis tout d'un coup ça devient problématique. Donc voilà, donc ça peut être un peu à tous les âges parce que j'ai vraiment quelque chose de personnalisé et en même temps, je travaille avec le parent sur lui pour, comme on disait, c'est très systémique en fait, la famille, sur comment, en tant que parent, on peut réfléchir, on peut prendre de la hauteur, on peut se dire, ok, je suis trop dedans, en fait, j'ai vraiment besoin de me distancier un peu. Et j'ai des parents qui me disent, ça c'est magnifique, en fait, je regarde mon enfant avec un autre regard et maintenant je peux lui faire confiance. Et là, je dis, waouh, c'est magnifique. Alors, ça veut pas dire que tout est résolu, ça veut dire qu'on est en chemin. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'accepter de prendre son baluchon et de se dire, OK, j'accepte de faire autrement parce que là où j'en suis, je fais toujours pareil et puis on bute contre un mur. On prend notre baluchon, puis on essaye de faire ce voyage et puis on voit ce qui sort, mais il sort toujours quelque chose de, OK, on a pu prendre soin de soi, on a pu se poser, on a pu laisser un peu de temps de respiration dans ce quotidien qui est surchargé pour justement prendre soin de cette relation parent-enfant. J'adore. Et toi, comme tu viens du milieu de la médecine traditionnelle et que tu as fait ta transition, en fait, moi, je t'ai accompagnée dans cette belle transition. Ça m'a tellement fait plaisir de te voir parce que c'est pas toujours facile, la transition, et se lancer aussi à son compte et tout ça. Mais c'est ce que j'aime, c'est que tu amènes la dimension des deux, autant dans cette optique de médecine traditionnelle, mais autant aussi cette médecine alternative, ce côté très, très spirituel qui est plus connecté au corps, puis à qu'est-ce qu'on ressent et les émotions, les sensations et tout ça. J'adore. S'il y avait peut-être un conseil que tu pouvais donner aux parents, tiens, un conseil, j'aime ça avec mes invités quand ils donnent un conseil pour les parents qui justement ont un rythme fou, beaucoup de pression, la perfection, comparaison, la culpabilité, et que là ils sont arrivés à un carrefour là, puis je peux plus continuer comme ça, ou ça va pas, ou je suis près du burn-out, ou mon enfant aussi.
Tu vois, moi, ce que je trouve important, c'est des petites choses, en fait. Je me rends compte que les choses importantes, ce sont des petites choses. Mais s'offrir un petit moment qui prend 5 minutes pour développer avec l'enfant la notion de gratitude. Parce que dans ce quotidien hyper chargé, il y a plein de belles choses. Et puis, il y a des choses qu'on a choisies, puis qui nous ont peut-être emmené là où on voulait plus, mais à la base, on l'a choisi. Et en fait, simplement se poser 5 minutes pour dire, OK, pourquoi je peux dire merci aujourd'hui? Et en fait, ça paraît rien comme temps. Puis, en fait, ça fait énormément parce que c'est comme une petite brèche dans je te rencontre et tu me rencontres à qu'est-ce qui a fait mon bonheur aujourd'hui? Ouais. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça, c'est un petit exercice que j'aime bien. Et ça peut commencer très tôt. Ça peut vraiment commencer avec des tout petits enfants. Et ça développe aussi, déjà, on apprend à mieux se connaître parce qu'il y a des gens qui ils emmènent leur enfant à la crèche, ils le cherchent, le bain, dodo, ils vont au lit, ils partagent plus. Et grand chose, en tout cas. Et du coup, ça permet de remettre un peu de respiration. Ouais, merci. Moi, tu vois, c'est ce que je fais avec mes enfants depuis qu'ils sont au monde. Avant de dormir, on dit 3 merci. Puis c'est drôle avec mon fils, lui, il dit souvent merci pour la santé. Puis là, il va dire merci. Et il dit souvent merci pour ma belle maman d'amour. C'est beau. Et il y a des soirs qu'il ne dit pas. Et je dis pourquoi la belle maman d'amour ce soir on ne dit pas merci? Non, ce soir non. et c'est vrai que c'est un moment où on dédramatise, où on connecte en fait et c'est même pas 5 minutes là, tu sais, c'est moins que ça. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup ton truc parce que je l'expérimente et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. C'est ça. Mais ça permet la transition parce que dans le faire, on s'épuise. Et là, c'est une petite minute où on est dans l'être. Et ça permet vraiment de changer de registre et de passer d'un registre un peu efficace quelque chose de plus doux et d'agréable. Oui, tout à fait. Hey Virginie, je te dis un grand merci. Merci d'être partagé ta médecine aujourd'hui et d'être venue en fait peut-être enlever la pression qu'on peut avoir. Il faut qu'on en parle, puis c'est ça qu'on oublie des fois de parler de cette pression qu'on a, cette culpabilité. C'est comme si on gardait tout pour nous. Puis moi, je trouve qu'on est dans une ère où il faut là, que ça sorte, sinon ça va exploser. Puis si on n'est pas capable d'en parler, il y a des gens comme Virginie qui justement font ça. Et ils le font avec une passion et avec un amour, mais incroyable. Donc, merci à toi. Merci à toi. Vraiment. Et puis pour les gens qui ont envie de se faire accompagner et de connaître Virginie, c'est une sage femme qui a eu 4 enfants qui sont maintenant grands. Donc, qui a une belle expérience de vie, beaucoup de beaux conseils à donner, d'outils incroyables. On va mettre les informations pour que vous puissiez la contacter aussi. Merci Virginie. Merci beaucoup Gaïa de m'avoir invitée. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis merci parce que c'est pour toutes les auditrices et les auditeurs qui vont nous écouter. Des fois, si on enlève un peu de stress ou de pression, là, on aura fait une bonne action. Exactement. Merci à toi. Belle journée. Belle journée. Merci. Au revoir. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @GaiaTotal, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.